La mission Monteil, je vais dire originellement, elle consistait à essayer de créer un dispositif d'animation et d'impulsion autour du numérique à l'école ou à partir de l'école, essayer d'irriguer autour de l'école dans les territoires académiques. Alors, pour le dire autrement, la première démarche consistait à mobiliser les cadres de l'éducation nationale pour aider à une prise de conscience qui était certes réelle, mais peut-être fallait-il un tout petit peu l'asseoir, prise de conscience qu'on était quand même en train de changer de paradigme avec l'entrée dans la société numérique et que cette société numérique était en train de bouleverser un certain nombre de choses dans le monde du travail, dans le monde de la santé et nécessairement dans le monde de l'éducation. Voilà. Nous n'avons pas du tout envisagé de faire un énième rapport sur le numérique, il y en a d'excellents. Hein. L'idée c'était d'entrer en action. Et donc cette mission a consisté, et consiste encore, mais on est au terme de la première phase, cette mission a consisté à aller sur le terrain, réunir les cadres sous l'autorité des recteurs, alors les cadres de l'éducation nationale, mais aussi des représentants des collectivités territoriales, des représentants du monde économique autour de certaines start-up à certains endroits, puis des gens du monde de l'université, de la recherche, des écoles supérieures, du professorat et de l'éducation. Nous avons ainsi, avec cette mission, décidé de faire dans un premier temps le tour de France pour répondre justement à ce premier objectif qui était, on essaye de dynamiser un dispositif qui par ailleurs, on ne va pas non plus considérer qu'on est des dynamiseurs ou des gens qui sont là pour faire très bien, les gens sont déjà engagés, mais néanmoins, dire culturellement, il faut essayer d'étendre les choses dans un processus un peu de nature épidémiologique, quoi. Donc on avait à chaque fois, dans chaque académie ou des académies regroupées, de 150 à 400 personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près touché 3000 à 4000 personnes qui constituent l'encadrement, une partie de l'encadrement de l'éducation nationale. Alors pourquoi les inspections? Parce que ce sont des cadres mobiles. Et à partir de là, on peut en effet irriguer un territoire. L'idée, c'est pas de faire une circulaire de cadrage en disant voilà ce que vous allez faire. Là, ça consiste à dire il y a des initiatives sur le terrain qui sont nombreuses, intéressantes. Il y a les relais médiatiques qui commencent à être nombreux. On parle du numérique, sauf que il y a une question de fond qui est posée à l'école. C'est est-ce que cette évolution technologique permanente se traduit par une efficacité des apprentissages, par une amélioration de la situation scolaire, par la réduction de l'échec, par l'accès au plus grand nombre à l'information. Bref, ces questions-là sont posées. Aujourd'hui, on n'a pas d'évaluation, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale. Donc, une de nos ambitions, c'est de qualifier un certain nombre de pratiques, mais pas les qualifier simplement par une évaluation traditionnelle, les qualifier par des comparaisons, par l'utilisation d'une méthodologie scientifique, d'où appel au monde de la recherche pour pouvoir en effet s'installer dans des dispositifs de comparaison. Et le premier élément, c'est la qualification de ce qui existe, qui paraît très intéressant. Et puis le deuxième élément, c'est répondre à un certain nombre de questions et y répondre à partir d'un positionnement qui est un positionnement scientifique. Parce qu'évidemment, la pratique du numérique modifie les comportements. La modification de ces comportements ne peut pas être totalement sans conséquence. Ou alors, c'est un exercice alors à un niveau impressionniste, hein. Il y a un intérêt, il y a des interrogations, c'est aussi manifeste, il y a des inquiétudes, il y a des engouements, il y a plusieurs états d'esprit par rapport à ça. Mais néanmoins, le fait, c'est que le numérique est là. Le numérique est dans la société, le numérique est dans l'école. Il est là, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on s'en inquiète, on cherche à le tenir à distance, on se l'approprie, on fait des choses remarquables, on a des gens qui sont intéressés et compétents. Et ce que je crois surtout, ce qui me paraît déterminant, c'est que le numérique ne peut pas être une fin dans cette affaire. Le numérique, c'est pas une fin pour l'éducation, c'est un moyen éventuellement de repenser un certain nombre de nos pratiques avec pour objectif d'accroître la probabilité d'accès d'un plus grand nombre d'enfants à l'information, au savoir, parce que le numérique présente des caractéristiques technologiques qu'on n'a jamais connues jusqu'à maintenant, de présentation diversifiée, de supports diversifiés, de capacités de recombinaison, de recomposition, etc., qui peuvent être, en étant pensés avec une perspective d'enseignement et d'apprentissage, cette relation du couple enseigner et apprendre, si elles sont pensées dans ces termes-là, peuvent probablement modifier
l'efficacité des apprentissages, dans un sens évidemment positif. Nous n'entrons pas dans la réflexion sur le numérique, dans l'enseigner et l'apprendre, dans le dispositif de l'école, nous n'y entrons pas par la porte de la classe. On y entre par la société dans un environnement globalisé, où effectivement le numérique est en train de changer, on va le dire comme ça, le monde économique. C'est un changement de paradigme économique. Les données personnelles deviennent la matière première d'une nouvelle économie. Et on ne peut pas imaginer un instant que l'éducation, qui est elle-même une organisation, va fonctionner de manière insulaire, totalement protégée de cet environnement, alors que ses ressortissants vivent, en sortant de l'établissement, en sortant de leur univers, vivent dans une société qui est totalement ouverte et qui sont confrontés à un nombre de capteurs qui leur permettent demain de gérer leur santé de manière plus préventive, etc. Donc, l'école, elle est au cœur comment dirais-je, d'un processus culturel, économique, socio-économique. Elle ne peut pas s'abstraire de cette situation. C'est la raison pour laquelle le discours sur le numérique et l'interrogation du numérique devient beaucoup plus naturel, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre aussi en dehors de l'école. Le plan numérique annoncé par le président de la République, bon, même si il y a des précisions à mettre en œuvre, il y a une volonté, il y a une prise de conscience selon laquelle on ne peut pas, évidemment, s'abstraire de ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut s'en saisir, se l'approprier et anticiper un certain nombre de choses. Ça veut dire que quand vous êtes dans la grosse structure éducation nationale, vous ne pouvez pas rester indifférent à cette réalité. Donc, il y a une partie éducation au sens j'éduque à entrer de manière un peu autonome, adaptée dans une société complexe. Ça, c'est une responsabilité de l'éducation nationale. Les enseignants le perçoivent, les acteurs de l'éducation nationale le perçoivent, parce qu'ils sont en même temps acteurs et consommateurs dans la société numérique. Et nous, dans le cadre de la mission, on est en train d'essayer d'aider à ça. On parle de big data, de cloud, d'externalisation des données, la machine stock, mais pense-t-elle? Pas encore. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Puis après, on va rentrer dans la classe tranquillement. Mais si on rentrait dans la classe directement, comme ça, en disant, voilà, il y a un nouvel outil, ça va générer une réforme, et on reste entre nous, éducation nationale. On va métaboliser la réforme, on les a toutes métabolisées comme ça, puis on en fait des choses qui sont pas si mal que ça parfois, mais globalement, bon, après il y a l'inertie qui s'installe. Là, c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que c'est pas la cible éducation nationale, c'est la société dans laquelle l'éducation nationale est un élément de cette société extrêmement important. Donc l'entrée n'est pas tout à fait la même. Et la différence d'entrée avec les autres réformes, elle est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. De tous les jours. Dès lors, l'enseignant est dans la vie de tous les jours. L'élève est dans la vie de tous les jours. Les cadres sont dans la vie de tous les jours. Ça commence à créer une culture un peu partagée. Profondément convaincu que l'école de demain ne ressemblera pas du tout à celle d'aujourd'hui. Et quand je dis demain, c'est pas le siècle prochain. À la vitesse à laquelle les choses vont, on doit avoir autour de 5 milliards d'objets connectés, ça dépend comment on compte. En 2020, il y en aura 50 milliards, on va être bourré de capteurs, les évolutions technologiques sont telles qu'on a des choses absolument remarquables. On peut imaginer, sans que ce soit une fiction totale, que demain, l'architecture des établissements sera différente, qu'on sera en interaction avec les murs qui parlent, enfin, pour prendre des images un peu rapides, les univers interactifs vont permettre un traitement de l'information extrêmement différent. Mais ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, je vais le dire comme ça, dans la représentation populaire, l'idée selon laquelle le prof n'aurait plus tellement sa place est une idée qui a fait son chemin. C'est une erreur fondamentale, parce qu'on a confondu le flot d'informations auquel nous sommes confrontés. Je crois que dans les 2 dernières années, on a produit plus de données que dans le reste de l'humanité, quoi. L'information est là de manière importante. Vous cliquez, vous avez une information, elle arrive, vous l'oubliez, vous recliquez, elle revient. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions sans réponse, mais les réponses sont-elles pertinentes? Ça, c'est un autre sujet. Et donc, on a besoin du professeur. Donc, ce qui va rester au cœur de notre système, c'est la compétence, alors moi je l'appelle comme ça, c'est la compétence professorale, c'est-à-dire la capacité à organiser, à hiérarchiser, à trier, à comparer l'information, de telle sorte que ceux qui sont assaillis par cette information ou qui vont la chercher et elle arrive à profusion, soient en mesure demain de ne pas considérer que tout vaut tout, et si tout vaut tout, il n'y a pas de différence entre la croyance et les savoirs. Et ça, c'est un vrai sujet.
Et par ailleurs, il y a la possibilité de la manipulation à travers l'opinion d'un certain nombre de comportements. Donc, il y a une nécessité absolue à qualifier l'information, pas confondre la qualité de l'information avec sa profusion. Et la qualification de cette information, c'est le boulot, si je peux le dire ainsi, du professeur. Et d'un professeur qui doit être de plus en plus armé par rapport à ce qu'est un traitement de l'information, qu'est-ce qu'une machine cognitive qui traite l'information, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions qui sont les plus favorables à ce traitement de l'information. Donc on a besoin de plus en plus de la présence du professeur pour qu'il permette à chaque individu qui est dans une situation de personnalisation presque spontanée de son apprentissage, il a besoin d'être accompagné encore plus qu'hier, parce que hier le professeur était à la fois le dépositaire des contenus et le dépositaire des procédures de traitement de ces contenus. Aujourd'hui, il n'est plus le dépositaire des contenus, mais il est encore le dépositaire de la procédure des contenus. Et c'est sur la procédure des contenus que c'est important, évidemment. Ça ne va pas changer, ça doit être intangible. Ce qui doit changer, c'est l'accélération de la formation du professeur et d'avoir une sorte d'ingénierie puissante qui s'installe. Et ça veut dire une formation continue très installée, adossée à la recherche, aux évolutions technologiques, aux évolutions dans le champ de la recherche cognitive, etc. C'est très important pour qu'on ait des gens qui soient efficaces continuellement tout au long de la vie, pour pouvoir accompagner des générations successives qui vont métaboliser à très grande vitesse les nouvelles technologies, évidemment. Sauf que ça ne veut pas dire que la grande capacité à les utiliser, c'est une capacité qui permet de les utiliser avec une efficacité importante par rapport aux objectifs d'apprentissage et d'enseignement. C'est pas toujours vrai, ça peut être luxuriant, c'est beau, c'est intéressant, on est content, on manipule ça avec beaucoup de plaisir. Il est évident que quand on a plus de plaisir, on apprend sans doute un peu mieux, mais c'est sans doute pas tout à fait suffisant, sinon on pourrait introduire autre chose qui amène du plaisir. Donc, et en plus, le coût des technologies n'est pas nul. Si derrière on doit avoir une industrie de la technologie, et qui doit s'appliquer au dispositif éducatif, une technologie éducative, il faut la qualifier, il faut savoir ce qu'elle fait, il faut savoir ses conséquences. Donc, ça va changer. Et ce qui va changer, à mon avis, évidemment, c'est pas... sont évidemment les modalités d'enseignement, mais les modalités d'enseignement vont être une conséquence de ce que l'on peut faire qui sortent du système en situation d'absence de, non pas de compétences, mais d'absence de diplôme, d'absence de formation qualifiée, 150 000 par an, quoi. C'est insupportable humainement et insupportable économiquement. Notre école a une modalité d'enseignement qui est quasi unique. On s'adresse à un niveau toujours relativement élevé, ce qui est très légitime, les ambitions sont celles-là. On s'adresse surtout aux compétences logico-mathématiques et aux compétences verbales des élèves. Et on n'avait jusqu'alors pas la possibilité de pouvoir répondre à un certain nombre de caractéristiques des individus qui sont des caractéristiques d'intelligence multiples. Vous savez, des gosses, quand ils traitent, ils bougent sans arrêt. Ils ont besoin de bouger pour avoir une activité cognitive efficace. Aujourd'hui, dans une classe telle qu'elle est formatée, si vous bougez trop, on vous met dans le couloir en disant « Attendez, c'est pas possible ». Demain, dans les collèges repensés en architecture, vous pourrez apprendre en marchant, apprendre en vous déplaçant, etc. Donc, on va rentrer dans un univers qui est évidemment comportementalement très différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. C'est-à-dire, il ne faut pas se retrouver demain dans une situation où un certain nombre de concepteurs ont fabriqué des architectures scolaires qui sont éventuellement très performantes, très remarquables technologiquement, mais on n'a pas pensé l'utilisation de ces architectures scolaires. Il faut donc que les architectures scolaires soient une conséquence de la conception et nouvelle conception qu'on peut avoir de l'enseignement et de l'apprentissage, éclairés par les possibilités de ces nouvelles technologies. Demain, la conception des manuels numériques, il va y avoir deux choses. D'abord, il va y avoir, au niveau économique, un vrai enjeu. Il va y avoir le marché des contenus et le marché des contenants. Donc on peut avoir des contenus faibles avec des contenants luxuriants, on peut avoir des contenus très costauds avec des contenants moins luxuriants. Comment vous faites la différence ? Pour faire la différence, il faut être éduqué. Pour être éduqué, il faut qu'on ait réfléchi préalablement avant à la relation entre le contenant et le contenu, etc. Bref, on est en train d'entrer dans un monde formidablement intéressant pour la créativité, l'imagination, etc. Simplement à condition de le penser. Et de le penser à travers des cadres qui ne sont pas les cadres technologiques du numérique, de le penser à travers les cadres qui sont les cadres du traitement de l'information du sujet humain quand il est en train d'apprendre et d'enseigner. C'est ça le sujet. Parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que dans une classe d'âge, il n'y a qu'un tout petit nombre de gens qui sont susceptibles d'accéder
à un niveau de compétence, on va les appeler scolaires puisqu'on parle de l'école. Il y a des gens qui ont un handicap structurel, ils représentent 2, 3 ou 4% d'une population, d'une classe d'âge, mais pas plus. Tous les autres ont la possibilité de faire les apprentissages, alors avec des degrés variables de, comment dirais-je, de réalisation, mais néanmoins de construire des bases de connaissances qui sont suffisantes, en tout cas qui permettent de s'adapter à un environnement complexe. C'est ça qu'on cherche. À la fin de la scolarité obligatoire, c'est je suis à peu près armé pour avoir une relative autonomie et à m'adapter à mon environnement et éventuellement aller plus loin. Et là, je crois qu'il y a une opportunité considérable, mais il y a évidemment le danger symétrique, c'est de confondre l'outil technologique avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire ce qu'il faudrait en faire pour que la machine cognitive fonctionne mieux. Et l'un des risques, c'est de considérer que l'outil technologique, il a une vertu en soi, quoi. Si je manipule, si je me sers de la tablette, eh ben, ça va aller très bien. Parce que, bah oui, je suis mieux, je suis content. D'ailleurs, on ne sait pas si, au bout d'un certain temps, l'utilisation de la tablette, par exemple, ou du micro, je ne sais pas si les enfants, après, vont pas s'ennuyer autant qu'avec le crayon et le papier. Donc il va falloir penser ce travail-là comme on aurait dû ou comme on a pensé la relation du papier et du crayon. Oui, être un jeune prof qui rentre dans l'éducation nationale avec, dans cet univers numérique, comment dire, c'est formidable. Il y a une possibilité d'imagination, de création, de travail. Simplement, il va falloir que ce soit collectif, collaboratif. Il va falloir que les profs travaillent ensemble, il va falloir que les profs travaillent avec les élèves. Les profs travaillent évidemment aujourd'hui avec les élèves, dans une relation qui est quand même une relation asymétrique fondée sur on a les contenus, on a les procédures des contenus. Maintenant, on n'a plus les contenus, simplement on a les procédures. Et donc on va essayer de travailler ensemble parce que, au fond, il y a même un échange intergénérationnel possible entre les élèves et leurs professeurs. Donc ça va modifier les relations sociales entre les professeurs et les élèves et entre les élèves entre eux. Parce que faire du travail collaboratif, il y a un aidant, un aidé, parfois ça s'inverse, il y a aussi des enjeux, développement des compétences sociales, des relations, la capacité à collaborer, les processus coopératifs, etc. Et au-delà, dans un établissement scolaire, des relations entre tous les acteurs, parce qu'on ne peut pas imaginer un instant que les personnels ouvriers de service, les personnels administratifs soient en dehors de la société numérique parce qu'on est à l'école, là, ça ne nous regarde pas. Je pense qu'il y a la possibilité de faire une espèce de solidarisation autour de quelque chose qui est nouveau et qui dans l'école n'a pas encore été disciplinarisé. Si nous étions dans une discipline, on aurait la protection de la discipline. C'est au contraire quelque chose qui est susceptible de favoriser la transversalité. On n'est pas obligé d'avoir fait des mathématiques et de l'informatique pour penser et utiliser le numérique. Et donc, toutes les disciplines sont concernées, toutes les activités sont concernées dans l'école et hors de l'école, et c'est un formidable enjeu pour l'éducation nationale. Alors nous, on essaye de dire ça, modestement, tranquillement, en prenant des exemples qui sont adossés à des réalités scientifiques, évidemment, pour créer une espèce d'envie, un dynamisme, et que on soit en mesure, à travers l'appel à projet que nous avons engagé, de formaliser tout ça. Au fond, la formation continue des enseignants, elle doit être continue. Là, il y a un élément qui est le numérique, mais les questions que les enseignants se posent aujourd'hui, qui sont posées aux enseignants, c'est quoi? C'est comment je fais pour réduire l'échec scolaire? Parce que c'est une angoisse chez l'enseignant. Il y a des gamins, il a envie qu'ils réussissent. Comment je fais pour faire en sorte que le potentiel d'un certain nombre de gosses soit exprimé au meilleur niveau? Ça, c'est des questions de tous les jours. Et comment je fais ça dans un univers collectif? Il se pose cette question-là tous les jours. Et quand il est en formation continue, c'est ces questions-là qu'on lui pose. Simplement maintenant, on a peut-être quelque chose qui est susceptible de l'aider. Alors il y a la dimension technique, technologique, la manipulation de l'outil. Mais la manipulation de l'outil n'est pas obligée d'être nécessairement un expert de la manipulation de l'outil. Il y a des gens qui ont une expertise de la manipulation de l'outil. Et donc il faut concevoir des équipes autour de ça. Il faut qu'on ait un adossement à des dispositifs techniques qui soient susceptibles de mettre en place physiquement ce que le professeur a pensé conceptuellement,
pour faire son apprentissage et pour faire son enseignement. Mais ça, c'était vrai hier. Il fallait bien que le professeur pense à l'organisation de sa leçon, à l'organisation des tâches qu'il allait proposer, à la perspective évaluative qu'il allait mettre en place, aux objectifs qu'il voulait atteindre à ce moment-là de la séquence pour préparer les objectifs suivants. Il avait bien tout un montage intellectuel de son opération. Donc ce montage intellectuel va rester. Simplement, il y a une dimension de préparation technique. Cette préparation technique, il faut s'organiser au sein des établissements avec des équipes mobiles capables de faire de l'assistance, etc. Mais ça, c'est pas au-dessus de nos forces. Et je crois par ailleurs que avec le numérique, les aspects positifs du numérique, parce qu'il y a des aspects qu'il faudrait discuter évidemment, les aspects positifs du numérique, c'est que comme on peut présenter les choses de manière extrêmement différente, on a une chance d'avoir une forme de personnalisation de l'enseignement. Et quand on va cumuler les expériences de cette nature, dans les mêmes disciplines, par exemple, ou dans des disciplines différentes, quand les professeurs vont mettre en commun un certain nombre de réalisations et de résultats, on va s'apercevoir qu'il y a des invariants qui s'installent, et qu'il y a des pratiques qui sont susceptibles d'être favorables de manière équivalente dans telle discipline ou telle autre. Enfin bref, moi, si vous voulez, je pense que l'enseignement aujourd'hui tel qu'il est, c'est un laboratoire. Ce laboratoire, qui est une classe d'enseignement, on va lui donner des instruments qui sont susceptibles de. Alors il faut se les approprier, il faut les comprendre, mais dans une phase de formation initiale et dans une phase de formation continue, c'est pas du tout un objectif inatteignable. Il n'est pas question de faire des profs, des informaticiens, des spécialistes des technologies. Simplement qu'ils pensent et qu'on leur dise, voilà, l'outil offre des possibilités. Et l'organisation de l'outil, d'une certaine façon, c'est possible. Vous pouvez le faire sans devenir ingénieur. Et en même temps, vous allez avoir de l'assistance technique qui peut répondre à des questions que vous ne pourriez pas résoudre vous-même. Les enseignants, ils ont besoin de ça quand on les regarde enseigner. Les jeunes enseignants, là, qu'on voit de temps en temps, ils ont envie, quoi. Ils ont vraiment envie. Quand on leur offre des outils, d'ailleurs, certains se les approprient très vite, d'une certaine façon. Alors, si on organise les choses au niveau institutionnel, en disant, il faut de l'appui technique, il faut. Vous savez, moi, je suis chercheur dans ma vie de laboratoire. Si j'avais été seul avec ce que je pensais, j'aurais rien fait derrière. À mon sens, ce qui peut être intéressant, c'est de passer, d'une pratique de l'enseignement qui est plutôt une pratique solitaire. J'exagère évidemment, à une pratique collective. Passer de la solitude à un peu de solidarité, quoi. Voilà. C'est ce qu'on fait en dehors de la vie professionnelle quand on est enseignant. On n'est pas solitaire, alors que quand même la classe c'est un univers un peu fermé et la salle des profs c'est pas quand même un extraordinairement lieu de débat, d'abord parce que c'est un peu court, quoi. Alors là on va pouvoir s'installer dans un monde d'échange, y compris d'échange numérique.